Ce colloque est organisé sous l'égide de la revue Focale, revue accessible en ligne dédiée à la photographie, qui chaque année propose de réfléchir à un sujet lié à l'image pendant un temps dédié. Les actes de ces 2 journées paraîtront en 2027. Nous tenons à remercier nos différents partenaires et soutiens financiers, l'Université Jean Monnet et le laboratoire ECLA, l'Université Lyon 2 et le laboratoire Passage Art et Littérature 2021, ainsi que le D484 3LA. Merci également à la Cinémathèque de Saint-Étienne, dans laquelle a eu lieu hier la diffusion d'Autant des autres de Claire Angelini qui ouvrait le bal. Le programme du colloque réunit un ensemble de théoriciens et d'artistes dont l'intérêt se porte sur cette notion vaste d'archéologie. Les projets qui seront évoqués partent du constat selon lequel l'analyse des lieux où se déroulèrent des événements, plus ou moins reculés dans le temps, de même que la production artistique qui l'accompagne, sont susceptibles d'ouvrir l'histoire à de nouvelles interprétations. Si de nombreux travaux illustrent aujourd'hui cette ambition, le désir de créer des ponts entre le passé et le contemporain, d'ancrer les faits dans les mémoires, n'est pas récent et s'incarne à travers différentes initiatives symboliques et concrètes. Dès 1978, Pierre Nora fait ainsi remarquer que l'histoire s'écrit désormais sous la pression des mémoires collectives qui cherchent à compenser le déracinement historique du social et l'angoisse de l'avenir par la valorisation d'un passé qui n'était pas jusque-là vécu comme tel. Se multiplient dès lors des lieux de mémoire que l'historien définit comme des sites ou des objets matériels qui se trouvent investis par certaines communautés afin d'incarner les moments d'une histoire partagée. Dès lors, un regard que l'on pourrait qualifier d'archéologique, au sens où il relève les traces matérielles du passé, est porté sur des sites variés. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la photographie a accompagné le développement de l'archéologie industrielle, qui n'emprunte que peu de techniques à l'archéologie classique, reposant davantage sur une appréhension sensible des restes en surface et concourant à la patrimonialisation des sites désaffectés, souvent menacés de disparition. La photographie a largement participé à mettre en valeur des architectures industrielles. On peut ici songer au travail fondateur du couple allemand Bernd et Hilla Becher, et les mémoires ouvrières, comme l'a par exemple fait le Stéphanois Yves Bresson. En revanche, la propension toujours croissante à la patrimonialisation des lieux où se sont déroulés des épisodes tragiques a été abordée de manière distanciée, voire critique, par certains photographes contemporains. C'est ainsi que dans l'ouvrage publié en 1993, l'Allemand Reinhard Matz rassemble des vues qui thématisent le passage du temps sur des vestiges du nazisme, en juxtaposant au reste matériel de l'industrie de la mort des aménagements actuels de certains camps à des fins de muséification, les constructions ayant servi à la détention et à l'extermination côtoient dans ces photographies les cartels explicatifs, les buvettes et les parkings remplis d'autocars. Quant à Ambroise Thézenas, il tente à stigmatiser un tourisme de la désolation, orienté vers des destinations où les crimes de guerre, les accidents naturels ou technologiques se sont produits. C'est la fétichisation et la marchandisation des reliques du passé qui se trouvent dès lors dénoncées. Une soif accrue de mémoire s'exprime également en dehors des sphères institutionnelles, à travers l'intérêt pour les ruines et les sites abandonnés que l'on retrouve dans la pratique désormais largement répandue de l'urbex, qui consiste à explorer et le plus souvent à enregistrer les lieux désaffectés. De plus en plus tournées vers un partage sur les réseaux, les images traduites confèrent une visibilité nouvelle aux sites désaffectés et participent à une conception du patrimoine en tant qu'expérience, telle que l'envisage Jean-Louis Tornator. Si certains urbexeurs mènent l'enquête pour approfondir leur connaissance des endroits qu'ils visitent, d'autres ne donnent que relativement peu d'informations, cherchant plutôt un ressenti au contact du terrain. Dans leurs photographies et dans leurs récits, les explorateurs urbains manifestent un attrait singulier pour la valeur d'ancienneté, au sens donné à cette expression par Alois Riegel, des artefacts. En même temps, des incursions interlopes dans les lieux désaffectés et des marges urbaines comportent une dimension transgressive qui peut permettre de formuler une critique des logiques de contrôle et de pouvoir et travailler à la construction d'un récit alternatif de l'histoire et de la mémoire, en parallèle des voies officielles. Merci.
Donc, dans les œuvres des photographes contemporains, l'exploration et la représentation des vestiges d'un passé de plus en plus récent interrogent aussi l'accélération des cycles de renouvellement qui régissent nos sociétés. Yves Marchand et Romain Meff, ou encore Thomas Jorion et bien d'autres encore, produisent des photographies qui reprennent certains codes, notamment ceux du pittoresque par exemple, qui sont repris à une esthétique du passé, mais traduisent aussi en fait un bouleversement de notre rapport au temps et pourquoi pas une crainte du futur à partir de ruines que l'on pourrait qualifier donc de contemporaines, puisque nous en sommes les contemporains, leurs œuvres reflètent la perte des utopies de progrès qui ont habité la modernité et peuvent permettre de penser l'avènement d'un nouveau régime d'historicité, pour reprendre le terme de l'historien François Hartog. Cependant, donc, les traces du passé ne s'imposent pas toujours au regard, voire se refusent parfois au regard de celui qui les quête, de sorte que certains photographes développent aujourd'hui des véritables stratégies de fouille afin d'essayer de reconstituer des histoires qui s'échappent. Donc ces recherches, elles vont également s'attacher à nuancer les discours officiels et hégémoniques pour donner une visibilité aux récits des communautés minoritaires qui sont peu entendues. Les artistes cherchent des indices, collectent des renseignements au sein des archives, se documentent en lisant des ouvrages scientifiques, historiques ou encore philosophiques, mènent parfois des entretiens auprès de personnes informées. En un mot, ils et elles enquêtent. Leur pratique s'inspire de certaines méthodes académiques qui peuvent être utilisées par des chercheurs en sciences sociales, pour œuvrer avec également l'apport de leurs moyens propres à un certain élargissement en fait, des connaissances portées sur le passé. Donc cette articulation entre les dimensions artistiques et épistémiques contribue à conférer à l'art un rôle actif au sein de nos sociétés et un pouvoir déterminant sur l'évolution des consciences. Parmi les nombreux travaux animés par ces idées, nous pouvons citer par exemple le projet History of Misogyny de Laïa Abril, composé de plusieurs opus dont chacun aborde une facette des violences structurelles faites aux femmes en remontant comme ça leur cours. Le caractère après-coup de ces investigations a également pour conséquence de permettre des analyses fines sur l'évolution des lieux et des lieux de mémoire. L'émiettement des traces, leur disparition peut aussi constituer un sujet en soi, nous le verrons dans ces journées, qui est souvent révélateur en fait d'un manque d'une volonté institutionnelle à faire patrimoine ou du souhait d'oublier aussi parfois certains événements du passé. C'est le cas par exemple du projet de Mathieu Pernaut, Un camp pour les bohémiens, qui pointe le caractère aujourd'hui quasiment invisible de l'ancien camp de travail de Salier, bâti durant la Seconde Guerre mondiale pour y enfermer des communautés nomades. Utilisé par la suite pour le tournage du film Le salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot, le site fut ensuite rasé, effaçant en même temps que ses bâtiments son existence dans l'histoire. Alors si ces artistes immobilisent des manières de faire qui s'apparentent à celles des chercheurs en sciences humaines et sociales, leurs œuvres s'écartent pour autant des travaux académiques, dans la mesure où ils s'accordent plus de liberté, voire de fantaisie, parce qu'ils mobilisent également l'intuition et l'imaginaire, ce que s'interdisent parfois les scientifiques, en tout cas lorsqu'ils suivent un certain dogme. Ils s'accommodent également parfois de la vraisemblance plutôt que d'une espèce de vérité qui serait sacralisée comme unique dans son unicité. Leurs œuvres, construites sous la forme de récits et susceptibles de renfermer une part de fiction, viennent ainsi questionner les méthodes de recherche des historiens et croisent des interrogations de nature épistémologique aujourd'hui formulées par des universitaires tels que Philippe Artière ou Yvan Jablonka. Les dispositifs proposés par ces artistes ménagent souvent une forme de dialogisme entre les différents éléments assemblés qui s'éclairent et s'influencent mutuellement afin d'inciter le spectateur également à réfléchir par lui-même. Il y a cette valeur active du spectateur qu'on peut rattacher à un art comme expérience, pour reprendre une conception chère à John Dewey qui insiste sur cette implication du spectateur dans la relation esthétique, allant jusqu'à remettre en question la distinction généralement admise entre une passivité du spectateur et une créativité du créateur. Alors ces travaux, ils sont ouverts à la superposition des récits et à la connaissance et à la coexistence même des époques qui sont envisagées selon un passé qui serait peut-être buissonnant et non pas une écriture linéaire de l'histoire. Il participe à éclairer également le présent en renouvelant cette écriture de l'histoire, en favorisant la prise en compte d'une pluralité d'acteurs, de voix et de mémoires parfois marginalisées.
En revisitant le fait lointain, de telles démarches ouvrent enfin la voie à une relecture du futur, comme si repenser ce qui avait été pouvait permettre d'imaginer autrement ce qui adviendra. Alors le panel de ce matin réunit des analyses d'œuvres portant sur des aspects mémoriels et la dimension traumatique. Cet après-midi sera quant à elle consacré à la dimension indicielle des ruines et des artefacts dans plusieurs projets qui ont souvent une valeur documentaire. Et pour la journée de demain, nous verrons qu'elle se décompose aussi évidemment en 2 panels, mais dont le premier réunira plutôt des communications qui abordent un regard archéologique porté sur des paysages, la valeur vraiment indicielle cette fois du paysage en lien avec son esthétique, entendu en fait comme un regard culturel porté sur l'étendue spatiale. Et puis nous poursuivrons vendredi après-midi avec un panel portant sur différentes approches post-coloniales de l'archéologie des lieux. Il nous semblait en fait opportun de permettre à des théoriciens et à des artistes de prendre place dans ce colloque pour faire émerger évidemment un dialogue afin d'ouvrir la manière d'évoquer les intentions portées sur ces enjeux passionnants. Et donc nous ne doutons pas que ces communications qui seront proposées durant ces riches journées permettront d'ouvrir une pluralité de manières d'aborder cette question d'une archéologie des lieux, non pas seulement une archéologie au sens traditionnel de ce terme, mais une archéologie des lieux en suscitant de riches discussions. Voilà, merci